Avez-vous déjà entendu parler de ça, l'union parentale? Surtout si vous êtes des conjoints de fait qui allaient donner naissance à un enfant après le 29 juin 2025. Mais ça doit absolument vous intéresser parce que nouveau régime conjugal qui va s'imposer à vous. Vous voulez savoir ce que ça va produire chez vous? Comment vous allez en être affecté? Je vous invite tout simplement à visionner un petit documentaire vidéo que j'ai fait à votre intention. Et là, on fait vraiment le tour de tous les éléments, le patrimoine d'union familiale, le respect de la résidence familiale, la prestation compensatoire, la vocation successorale, quand il y en a un des deux qui décède. Important, hein? C'est une invitation. Amis auditeurs, bienvenue à cette présentation sur l'union parentale. C'est un nouveau régime conjugal qui entrera en vigueur le 30 juin prochain, 2025, et qui affectera la plupart des conjoints de fait qui sont parents d'un enfant. Alors, qu'en est-il de ce régime? Eh bien, il poursuit un objectif. Cet objectif, c'est celui d'assurer l'équilibre financier et économique des parents vivant en union de fait. Est-ce que le gouvernement a tiré cette modification au Code civil de son chapeau comme ça? Bien non. Cette législation a été provoquée par un jugement de la Cour suprême de février 2013 dans la célèbre affaire d'Éric contre Lola. Vous savez, cette conjointe qui poursuivait son richissime conjoint de fait, non pas pour une pension alimentaire pour les enfants, ça c'était déjà bien réglé, mais pour avoir une partie de la fortune pour elle-même de son ex-conjoint. Les enjeux étaient importants parce que dans toutes les autres provinces du Canada, il y a une telle reconnaissance de transfert d'une certaine partie du patrimoine entre conjoints de fait lorsqu'il y a rupture. Mais nous, dans notre Code civil, on n'avait rien là-dessus. Donc, la Cour suprême a quand même reconnu, dans une majorité très serrée de 5 juges contre 4, le droit québécois actuel, non sans toutefois inviter d'une façon pressante le législateur québécois à modifier son droit de la famille. Quelques mois plus tard, en fait 2 mois plus tard, le ministre de la Justice de l'époque, Bertrand Saint-Arnaud, a constitué un comité consultatif justement pour étudier la réforme du droit de la famille. Comité dont j'ai eu l'honneur de faire partie. Ce comité a remis son rapport en juin 2015 et c'est justement une des recommandations de ce rapport qui constitue cette loi sur l'union parentale. Ce nouveau régime conjugal est constitué de 4 éléments fondamentaux. Le premier, un patrimoine d'union parentale. Donc, certains biens, propriétés de l'un et l'autre conjoint, vont être mis à contribution dans cet équilibre recherché. Deuxième élément, la protection de la résidence familiale. Ça, c'est tout à fait semblable à la protection de la résidence familiale pour les conjoints mariés et unis civilement. Troisième élément, la prestation compensatoire. Ça, c'est l'essence même du régime. On va y revenir, mais il s'agit à un moment donné de compenser le conjoint qui se serait appauvri parce qu'il avait pris à sa charge, entièrement ou presque, le bien-être des enfants, leur éducation, etc. Et le quatrième élément, la vocation successorale. C'est un droit d'hériter d'une personne proche qui décède sans testament. Débutons d'abord avec la constitution du patrimoine d'union parentale. Alors, quels sont les biens qui en font partie? Tout d'abord, la résidence familiale et les meubles et objets mobiliers qui servent à son usage. Là où les résidences secondaires, on pense ici à un chalet, ainsi que les objets mobiliers, les meubles qui en servent à son usage. Et, troisièmement, les véhicules automobiles servant au déplacement de la famille. Voilà, ce sont les biens qui forment ce nouveau patrimoine d'union parentale.
est-ce que ce sont tous ces biens qui se qualifient pour faire partie du patrimoine d'union parentale qui en font effectivement partie? Eh bien non. Certains biens, par exemple, reçus par héritage ou donation, on pense ici à un chalet hérité par l'un des conjoints, bien, ne fera pas partie du patrimoine d'union parentale. Les biens possédés avant l'union, par exemple, une résidence payée entièrement et possédée par l'un des conjoints, n'entrera pas dans l'union parentale. Même chose pour une automobile, effectivement entièrement payée avant le début de l'union parentale. Mais la plus grosse exclusion, et elle est vraiment importante, et ça la différencie du patrimoine familial, c'est l'exclusion des régimes de pension, de retraite, les REER et les gains accumulés au régime des rentes du Québec. Est-ce que la composition du patrimoine d'union parentale, c'est un bloc rigide qu'on ne peut pas modifier, comme le patrimoine familial a été imposé aux époux mariés ou unis civilement? Eh bien non. Le législateur a retenu la recommandation du comité consultatif voulant qu'on respecte le plus possible l'autonomie des personnes qui décidaient de vivre ensemble sans s'imposer un cadre formel légal. Et donc, le patrimoine d'union parentale peut être modifié. Le législateur offre des options. Ainsi, la première, les conjoints peuvent décider tout simplement de se retirer entièrement des règles du patrimoine d'union parentale. Et si cette convention, parce qu'il faut que les deux conjoints soient d'accord, intervient dans les 90 jours de la naissance de l'enfant ou son adoption, eh bien, le patrimoine d'union parentale sera considéré légalement n'avoir jamais existé. Par contre, si le retrait est effectué plus tard, après 2 ou 3 ans, là, il y aura un patrimoine qui aura été constitué, mais sa valeur sera gelée au jour où les conjoints auront décidé de s'en retirer. Et cette valeur, on la reverra lorsqu'il sera temps de procéder au partage. On peut aussi retirer un bien. Donc, on peut, dans le fond, s'en soustraire partiellement. On peut retirer un bien. Par exemple, le chalet. Alors, les deux conjoints conviennent que le chalet qui a été acheté des parents d'un des conjoints, c'est une valeur sentimentale très forte. Et les deux sont d'accord. Donc, on exclut le chalet. Ou on pourrait exclure, par exemple, une automobile de collection. Alors donc, cette souplesse qu'on ne retrouve pas dans le patrimoine familial est accordée aux conjoints de fait en union parentale. Donc, il est important de discuter de ces questions-là avant l'arrivée de l'enfant, si possible, idéalement. Parce qu'après, on va s'occuper plutôt du bien-être du nouveau-né. La fin du patrimoine d'union parentale, eh bien, c'est en même temps que la fin de l'union parentale. Soit par une rupture, bon, les conjoints ont décidé que c'était assez, ils avaient fait un bon bout de chemin, puis là, chacun part de son côté. Alors, il faudra procéder au partage du patrimoine d'union parentale. Ça peut être aussi à la suite du décès. Alors, encore une fois, on procède au partage de ce patrimoine d'union parentale. Où les conjoints de fait décident de se marier. Alors là, on met fin à l'union parentale, donc aussi au patrimoine d'union parentale. Et là, on revit sous un autre régime matrimonial, celui-là du patrimoine familial et de l'union de la société d'accueil ou au régime de séparation de biens, selon ce que les gens auront choisi. Donc, rupture, décès, mariage, ça met fin à l'union parentale. Et à ce moment-là, on procède au partage. Comment ça se passe? Bien, je vous ai dit, ça comprend la résidence familiale, un chalet, peut-être même 2, les véhicules automobiles, enfin, les biens mobiliers aussi qui servent à l'usage des résidences. Alors, il y en a qui appartiennent à l'un des conjoints, d'autres à l'autre conjoint. Donc, on évalue ces biens-là.
On constitue, dans le fond, deux lignes de calcul et celui dont la valeur excède l'autre en doit la moitié de cette valeur-là au conjoint qui, lui, a un patrimoine moindre. Pour comprendre, là, je vous propose un exemple. Ici, Paul est propriétaire de la résidence familiale et de son automobile. Valeur, 600 000 $. Marie, elle, est propriétaire du chalet et de son automobile également. Valeur, 300 000 $. Alors, il y a une différence de 300 000 $ entre la valeur des biens de Paul et ceux de Marie. Paul doit donc remettre à Marie la moitié de cette différence, soit 150 000 $. On arrive au résultat, on le voit ici en bas, la dernière ligne. Paul ajoutant 150 000 $ aux 300 000 déjà possédés par Marie, eh bien, elle aura un patrimoine de 450 000. Et Paul, lui, en retirant le 150 000 de ses 600 000, aura un patrimoine de 450 000 $. Donc, les deux sortent à égalité pour le partage de ces biens que l'on dit familiaux. Nous arrivons au deuxième élément fondamental de cette union parentale, c'est le respect de la résidence familiale. En clair, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le propriétaire de la résidence ne peut pas, sur un coup de tête, décider de la vendre sans le consentement de son conjoint. Celui qui est signataire du bail ne peut pas s'entendre avec le propriétaire pour mettre fin au bail sans l'accord du conjoint. Pourquoi cette protection? Eh bien, le législateur a voulu protéger ce qu'on appelle le nid familial. Pourquoi? Parce qu'un des conjoints va probablement se voir confier la garde des enfants. Donc, ça sera tout à fait convenable que ce conjoint et les enfants demeurent dans la résidence familiale pendant un certain temps. Alors, c'est l'objectif visé par ce deuxième élément fondamental du régime de l'union parentale. Troisième élément, la prestation compensatoire. Ça vous donne mal aux dents un peu? Non. C'est assez facile à comprendre. Ça va être probablement plus compliqué, par exemple, à exécuter concrètement. Mais le principe est simple. Un des conjoints a mis sa carrière en veilleuse, s'est occupé majoritairement du bien-être des enfants, leur éducation, il les a suivis à l'hôpital, etc. Toutes les rencontres, donc, qu'un parent doit faire, aller à l'école, par exemple, rencontrer les professeurs. Bref, ce parent s'occupant des enfants, ayant mis sa carrière en veilleuse, alors que l'autre, lui, continue de prospérer dans ses affaires et de s'épanouir dans sa carrière professionnelle. Alors, il est certain qu'à un moment donné, on arrive qu'un s'est appauvri, puis l'autre s'est enrichi. Alors, le principe de la compensation, c'est justement d'évaluer et à partir de lignes directrices que le ministre de la Justice est sur le point de publier, donc pour aider les conjoints à déterminer quelle est cette prestation compensatoire, eh bien, ainsi, on pourra un peu éviter cette iniquité qui autrement résulterait de cette union. Un peu comme il l'a fait pour fixer les pensions alimentaires. Donc, pour essayer autant que possible d'éviter d'aller au tribunal. Mais si on ne s'entend pas, bien là, c'est le tribunal qui va décider de cette prestation compensatoire, c'est-à-dire le montant ou les valeurs que celui qui s'est enrichi devra verser à son conjoint qui s'est appauvri. Ça nous amène au quatrième élément fondamental de ce régime de l'union parentale, c'est la vocation successorale. Non, ça donne pas mal aux dents, là. C'est le droit d'hériter d'une personne avec qui on a un lien de parenté, selon le Code civil. Mais on a dit de tout temps que les conjoints de fait n'héritaient pas, sauf s'il y avait un testament. Alors, c'est ça qui est changé. Mais ce n'est pas pour tous les conjoints de fait. Là, sur ça, j'insiste, c'est seulement pour les conjoints de fait qui sont en union parentale, c'est-à-dire qui auront donné naissance à un enfant commun après le 29 juin 2025. Ce droit, c'est l'équivalent de ce que le conjoint marié ou uni civilement
peut exiger de la succession de son conjoint décédé sans testament. C'est-à-dire, si ce conjoint laisse une descendance, des enfants, petits-enfants, eh bien, il aura droit à 1/3 de la succession. Je répète, s'il n'y a pas de testament, parce que le conjoint prédécédé peut bien avoir disposé autrement de ses biens, par exemple, en avoir donné une très bonne partie, voire tous ses biens à son conjoint de fait, ou avoir décidé autrement. Mais s'il n'y a pas de testament, maintenant, le conjoint de fait, en union parentale, j'insiste, a le droit d'hériter au même titre que le conjoint marié. Alors ça, c'est tout nouveau, parce que le comité consultatif n'avait pas proposé ce changement, avait même refusé d'aller aussi loin. On peut peut-être dire que ça va créer une certaine confusion, parce que maintenant, on va dire qu'il y a certains conjoints de fait qui vont hériter, ceux qui sont en union parentale, puis il y aura les autres qui n'auront pas eu d'enfants après le 29 juin 2025, d'enfants communs. Donc, ils n'auront pas eu l'union parentale. Ça, là-dessus, il va falloir être très vigilant. Ça m'invite à vous rappeler de consulter. Hein? Ça, c'est très important de consulter votre notaire. Figurez-vous que le législateur a considéré que son régime était assez bon que pour ceux à qui la loi ne leur imposera pas, ben, pourront peut-être s'y assujettir. C'était d'ailleurs une recommandation du comité consultatif. Donc, des conjoints de fait dont les enfants seront nés avant le 29 juin 2025, puis il n'y en aura pas d'autres, bien, pourront, d'un commun accord, décider de s'assujettir au régime de l'union parentale et déterminer par convention le contenu du patrimoine d'union parentale. C'est nouveau. Ça peut intéresser plusieurs couples vivant en union de fait. Et encore une fois, je vous invite à consulter votre notaire pour en savoir plus. Alors, je trouve ça que c'est intéressant. Ça m'amène à vous formuler une recommandation en guise de conclusion. Il y a des options que ce régime offre. Il est important que vous les connaissiez. Je l'ai déjà dit, je le répète, et hautement préférable, lorsque vous savez qu'il y a un enfant qui s'en vient, bien, de décider de ces questions avant. Parce qu'une fois que l'enfant va être né, là, le nouveau-né, là, c'est lui qui va être le centre de vos préoccupations. Alors, idéalement, convenez, faites un accord avant que l'enfant arrive. Toutefois, le régime, lui, il débute au moment où l'enfant va naître. Hein? Avec les premiers cris, le régime existe. J'ajoute pour terminer, parce que ça, certains vont se poser la question. Bon, l'enfant meurt au bout d'1 an. Est-ce que le régime prend fin? Non. Le régime a débuté avec la naissance d'un enfant né et viable. Même s'il décède au bout de 6 mois ou 1 an, le régime continue. Les enfants sont majeurs, sont partis, font leur vie. Le régime d'union parentale continue. Vous voyez comment c'est important de consulter pour connaître vos droits, pour pouvoir prendre des décisions éclairées. C'est le but de cette présentation que je viens de vous faire. Et n'hésitez pas à contacter votre notaire pour lui poser vos questions. Il a été formé récemment pour y répondre. Merci de votre attention.